Pascal Delangle. Je vous remercie et je remercie les organisateurs de me donner cette opportunité de présenter mon champ d'activité en recherche devant vous aujourd'hui sur la chimie bio-inorganique. Donc je vais d'abord me présenter très rapidement pour vous dire que je suis quelqu'un de formation de chimie physique, une physico-chimiste. Et en 97, en fait, je suis rentrée au CEA Grenoble après une thèse de chimie supramoléculaire pour travailler sur ce qu'on appelle la reconnaissance des ions métalliques. Donc comment on est capable de détecter et d'interagir avec des métaux. Une première partie de mon activité de recherche, dont je ne parlerai pas du tout aujourd'hui, a été dans un champ très CEA, très nucléaire, puisqu'il visait à séparer les lanthanides des actinides dans la perspective du retraitement du combustible nucléaire usé. Et puis en 2002, des collègues biologistes m'ont contacté. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de travailler dans ce champ d'activité pour me poser des questions sur les métaux dans le vivant. Et donc depuis 2002, je travaille sur le développement de molécules un petit peu particulières, des peptides liant les métaux pour des applications en biologie et en interaction forte avec mes collègues dans ce domaine. Donc maintenant, je dirais que je suis plutôt quelqu'un orienté à l'interface chimie-biologie plutôt qu'une physico-chimiste pure. Donc j'ai une expertise depuis longtemps en chimie des métaux, et puis petit à petit, on acquiert aussi des connaissances dans le domaine de la biologie, même si ce n'est pas mon expertise première. Alors comme vous l'avez dit, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle CIMES, qui est en fait une unité avec beaucoup de composantes différentes. Nous avons des physiciens, des chimistes, des biologistes qui travaillent ensemble au quotidien. Et nous sommes une unité mixte de recherche, avec ce numéro, entre le CNRS, donc on est aux instituts de physique et de chimie, le CEA, la direction de la recherche fondamentale, et puis l'Université Grenoble-Alpes, où nous émargeons au pôle plutôt lié à la biologie ou aux matériaux en physique. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la chimie bio-inorganique. Donc je vais d'abord vous raconter un petit peu ce que c'est. La chimie bio-inorganique, tout simplement, c'est l'intérêt que l'on peut porter à des complexes qui contiennent des métaux, des complexes inorganiques, en lien avec des questions biologiques. Donc une première question qu'on peut se poser, c'est quel est le rôle finalement des métaux et quels métaux vont avoir un rôle dans le vivant. Alors ce sont des thématiques qu'on développe localement dans plusieurs institutions. On a tout d'abord un institut des métaux en biologie de Grenoble qui regroupe un grand nombre de laboratoires hors mur. Et puis au niveau national et international, on a des sociétés savantes, ce qu'on appelle le French BIC, donc BIC pour Bio-Inorganic Chemistry, et puis la société BIC qui est internationale. Donc ça regroupe un certain nombre de scientifiques dans ce domaine. Alors la classification périodique nous montre évidemment un grand nombre de métaux avec des propriétés très différentes, donc les métaux du bloc S, les alcalins, les alcalino-terreux, des métaux du bloc P comme le plomb, des métaux du bloc D, et puis tous ces éléments F qui vont être très lourds et qui ont des contributions un petit peu différentes des autres. On a des métaux très nombreux à notre disposition et aux propriétés extrêmement variées. Alors ici, j'ai reporté une petite table qui donne à peu près la quantité de métaux que nous avons dans notre corps, donc pour une personne d'à peu près 70 kg. Donc évidemment, le métal majoritaire, c'est le calcium, puisqu'il fait partie de notre squelette, et donc il intervient dans la biominéralisation des os et des dents, dans des matrices inorganiques comme l'hydroxyapatite. Mais on peut noter aussi des métaux très simples comme les alcalins, et puis des métaux du bloc D, dont je vais dire un mot après. Quel rôle ont ces différents métaux dans le vivant, ces métaux physiologiques que l'on a naturellement dans notre corps? Eh bien, tout d'abord, les métaux alcalins et alcalino-terreux permettent de respecter les équilibres de charge entre les différents compartiments biologiques. Donc ici est représenté le milieu extracellulaire, le milieu intracellulaire. Vous voyez qu'on a des quantités différentes de sodium et potassium dans ces compartiments. Et en fait, il y a de nombreux phénomènes qui font intervenir des transferts de protons à travers les membranes. Et donc, quand on transfère un proton, il faut rééquilibrer la charge, et c'est le sodium et le potassium qui vont se charger de cela. On a également des métaux comme le zinc, qui est relativement abondant dans notre corps et qui a essentiellement un rôle structural, même si ça n'est pas le seul. Il intervient dans des protéines qu'on appelle des protéines à doigts de zinc, qui sont extrêmement abondantes, puisqu'elles représentent 10% de toutes les protéines que nous avons dans notre corps. Donc ici, c'est un exemple de structure de doigts de zinc, où vous avez le métal ici, qui est coordonné dans un environnement tétraédrique qui impose une structure très très particulière à cette protéine.
Et ces protéines, elles ont des rôles majeurs qui font intervenir des interactions avec l'ADN. Et donc, c'est la structure imposée par le métal qui va faire que l'interaction avec l'ADN est possible. Et les interactions avec l'ADN, eh bien évidemment, ça va activer de nombreux processus biologiques. Et puis, il existe tout un champ de métaux dits redox qui ont la capacité d'osciller entre différents degrés d'oxydation. Donc, les plus abondants, évidemment, c'est le fer qui oscille entre les degrés 3 et 2, et le cuivre qui oscille entre les degrés 2 et 1. Les métaux redox actifs dans ces métalloenzymes vont produire des réactivités, des réactions chimiques ou biochimiques dans notre corps. Un des systèmes les plus importants, c'est celui qui implique le fer pour le transport de l'oxygène, avec cette protéine qui est l'hémoglobine. Donc c'est une très grosse protéine avec un poids moléculaire de 65 000 daltons, qui a 4 chaînes peptidiques identiques et 4 groupements aromatiques ici, donc des groupes M qui vont contenir le fer 2. Et l'oxygène va venir se lier au fer 2 pour le transport. Alors il existe évidemment des métaux physiologiques, mais également beaucoup de métaux toxiques, dont je vais citer quelques-uns. Celui qui peut venir peut-être le plus simplement à l'esprit, c'est le mercure. Quand on est exposé au mercure, on va développer une maladie qui s'appelle l'hydrargisme ou l'hydrargie. Alors le mercure, il existe sous différentes formes. Le mercure liquide, évidemment, degré 0. Le mercure inorganique, Hg2+, et puis ce qu'on appelle les organomercures, où il y a des groupements alkyles qui sont fixés sur le métal. Et ces espèces-là sont extrêmement toxiques. En fait, elles peuvent provoquer la mort quasi instantanément pour les composés diméthylmercure, parce qu'ils sont relativement lipophiles et donc vont passer toutes les membranes biologiques pour aller attaquer des sites importants. Alors, c'est connu depuis très longtemps, cette toxicité du mercure. En effet, les chapeliers utilisaient le nitrate de mercure pour traiter les peaux des chapeaux, et c'est de là que vient la légende du chapelier fou que l'on voit dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, par exemple. Alors, nettement moins anecdotique et nettement moins sympathique, le rejet de méthylmercure dans la baie de Minamata au Japon en 1956, qui a contaminé de façon extrêmement sérieuse les populations locales et qui a eu des effets à très long terme sur les descendances, bien longtemps après les années 50. Alors, on peut penser au plomb également, qui provoque des pathologies comme le saturnisme. Et le plomb, comme vous le savez, était utilisé dans les tuyauteries pour transporter l'eau potable. Et les enfants sont particulièrement sensibles aux intoxications au plomb et donc développent des troubles neurologiques quand c'est le cas. On peut également penser aux métaux du nucléaire, donc l'uranium, le plutonium, qui sont utilisés aux produits par l'énergie nucléaire. Alors l'uranium, il n'existe pas seulement dans le nucléaire, on en trouve plein dans nos montagnes. Si vous promenez dans le Vercors avec un compteur Geiger, vous allez détecter pas mal de radioactivité naturelle due à l'uranium-238. Mais évidemment, le plutonium et l'uranium qui sont utilisés dans l'industrie nucléaire ont des toxicités essentiellement radiologiques. Il y aurait de nombreux autres exemples dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et puis il y a des métaux un peu plus sympathiques qui sont ce que j'appelle des métaux médicaments. Par exemple, l'argent est utilisé depuis l'Antiquité comme antimicrobien ou antifongique. Il l'est toujours d'ailleurs dans nos sociétés actuelles. On peut penser au lithium également, qui est un antidépresseur connu. Et puis il y a des choses un petit peu plus évoluées, comme les anticancéreux à base de platine. Alors, vous avez peut-être entendu parler du cisplatine, qui est cette molécule plan carré assez simple, qui est utilisée depuis très longtemps pour les traitements anticancéreux et encore beaucoup aujourd'hui depuis les années 80. Alors, le mécanisme d'action de ce complexe est extraordinairement bien connu. Il se lie aux molécules d'ADN. Donc là, j'ai représenté une double hélice d'ADN et le cisplatine va venir se lier de façon covalente à l'ADN, créer une lésion et une distorsion de la double hélice. Et en créant cette distorsion, on va empêcher la réplication normale des cellules et donc on va avoir observé une mort de la cellule cancéreuse. Malheureusement, dans notre corps, enfin malheureusement et heureusement, parce que c'est un processus essentiel, la réparation des lésions, on a toute une machinerie de protéines qui est capable de corriger les défauts qui vont être induits par des toxiques ou par des médicaments. Et donc, si la cellule est capable de réparer cette liaison créée par le cisplatine, on va voir le phénomène de résistance aux anticancéreux. Aujourd'hui, il y a énormément de travaux en chimie bio-inorganique qui visent à mettre au point d'autres complexes que le cisplatine pour obtenir des agents plus sélectifs des cellules cancéreuses par rapport aux cellules saines, pour éviter les effets secondaires, qui sont nombreux avec ce composé très actif.
Et puis également des complexes métalliques qui induiront moins de résistance, donc qui ne vont pas déclencher les phénomènes de réparation. Alors on peut penser aussi en métaux médicaments au gadolinium. Le gadolinium est utilisé en clinique comme agent de contraste pour les images d'imagerie par résonance magnétique nucléaire. En fait, donc, dans cette technique, on va détecter un signal magnétique et l'agent de contraste doit être un perturbateur de ce signal magnétique localement. Donc on va chercher des composés paramagnétiques. Et quoi de meilleur en paramagnétisme que des métaux, puisque, par exemple, ces deux éléments du bloc D vont être capables d'avoir 5 électrons non appariés et donc des spins électroniques extrêmement élevés en comparaison des composés organiques où on n'a pas beaucoup plus qu'un spin 1. Et le gadolinium, qui est tout en bas de la classification, lui, c'est un élément F, donc il est capable d'avoir 7 électrons non appariés, et c'est l'un des spins les plus élevés de la classification périodique. Et c'est pour ça que c'est un agent de choix pour perturber l'image IRM. Alors un petit problème quand même, c'est que si on veut faire des images sur un patient, il vaudrait mieux lui injecter quelque chose de sain. Et le gadolinium, tout seul, il est extrêmement toxique. D'abord parce qu'il ressemble beaucoup au calcium, donc il va aller remplacer le calcium dans les sites de l'organisme. Donc en fait, les chercheurs bio-inorganiciens ont mis au point depuis très longtemps maintenant des chélates de gadolinium. Donc vous voyez ici l'exemple d'un complexe entre le gadolinium 3 et le DTPA ou le DOTA, qui sont des polyaminocarboxylates extrêmement utilisés. Et ces chélates ont le rôle d'encapsuler le gadolinium et d'empêcher son relargage sous sa forme libre toxique. Là, j'ai représenté des exemples d'images IRM sans agent de contraste, donc c'est un cerveau humain, où la tumeur de ce patient est à peine visible sur l'image. Quand on injecte du DOTA-REM, donc le complexe gadolinium-DOTA que je viens de vous montrer, eh bien on va pouvoir mettre en lumière la tumeur cérébrale de façon beaucoup plus efficace. Donc aujourd'hui, la recherche dans ce domaine vise à mettre au point des nouveaux agents moins toxiques que ceux à base de gadolinium, aussi plus efficaces, donc qui vont créer des contrastes plus élevés, mais aussi des agents ciblés qui vont être capables de détecter des réactions élémentaires dans l'organisme. La chimie bio-inorganique s'intéresse aux complexes inorganiques en lien avec la biologie, et un des premiers objectifs, ça va être de modéliser les protéines pour comprendre le rôle des métaux physiologiques dont je vous ai parlé dans le vivant, en termes d'interaction ou de réactivité au sein des protéines. C'est un champ également qui vise, comme on vient de le voir, à mettre au point des agents diagnostiques comme les complexes de gadolinium, mais il existe de nombreux autres métaux qui peuvent être utilisés en imagerie, notamment imagerie par radioactivité, comme le technétium par exemple. On peut utiliser ces approches également pour comprendre et combattre la toxicité des métaux et mettre au point ce qu'on appelle des agents décorporants qui sont chargés de retirer les métaux toxiques de l'organisme. Et puis un champ dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui est tout le domaine de la bio-inspiration pour l'énergie, où on va utiliser ce que sait faire le vivant, par exemple en production d'hydrogène, en activation de petites molécules, où on va essayer de reproduire la réactivité extrêmement puissante des molécules du vivant dans des petits complexes inorganiques fonctionnels. Donc c'est une discipline, comme vous voyez, qui est fortement à l'interface entre la chimie et la biologie, où on va s'intéresser, il faut comprendre les comportements des métaux dans le vivant, donc qu'ils soient physiologiques, toxiques ou médicaments. On peut aussi prendre le vivant comme source d'inspiration, je vous montrerai quelques exemples. Et puis un paramètre qui va être extrêmement important, c'est la spéciation. Donc ce qu'on appelle la spéciation, c'est la forme sous laquelle se trouve le métal dans un environnement donné. Par exemple, ça peut être la forme du métal dans le corps ou dans des milieux complètement différents, très acides par exemple pour les aspects de retraitement. Au centre de cela, évidemment, le chimiste doit comprendre et connaître les propriétés du cation métallique visé, et c'est tout le champ de ce qu'on appelle la chimie de coordination. Donc on va d'abord chercher à connaître le degré d'oxydation du métal qui nous intéresse dans l'environnement souhaité. Par exemple, ici, vous voyez que le cuivre peut être sous 2 degrés d'oxydation différents, et les propriétés vont être très différentes pour ces 2 degrés d'oxydation. Une fois qu'on connaît le degré d'oxydation, on peut déterminer la configuration électronique, qui est très importante parce qu'elle va nous dire dans quelles orbitales sont les électrons de valence et donc quelles propriétés ont ces électrons de valence. On utilise aussi beaucoup la théorie de Pearson, donc la théorie des acides et bases durs et mous, qui classe les métaux dans ces différentes catégories, dur, mou, intermédiaire, ce qui va nous dire quels types de ligands sont préférés pour un ion métallique donné.
soit des ligands oxygénés, azotés ou soufrés. Et puis évidemment, la géométrie autour du métal peut être extrêmement variée. Je vous ai mis ici simplement 2 exemples. Un exemple de coordination en mode plan carré ou octaédrique, qui sont évidemment importantes à prendre en compte. Alors en chimie de coordination, il y a un partenaire très important au cation métallique, c'est le ligand, la molécule qui interagit avec cet ion. Donc on en a vu déjà un certain nombre d'exemples. Alors ça peut être une molécule très simple comme l'eau. L'eau est un très bon ligand des ions métalliques. On a parlé des polyaminocarboxylates, par exemple dans les complexes de gadolinium pour l'IRM. On peut avoir des ligands aromatiques de type bipyridine, phénanthroline, etc. Et puis ici, j'ai reporté une type porphyrine qui est couramment rencontrée dans les protéines. Alors le vivant, c'est un milieu qui est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de partenaires qui vont intervenir. Et le premier partenaire en fort excès dans le domaine, c'est le solvant. Dans le vivant, le solvant, c'est l'eau. Et l'eau, c'est un solvant très particulier parce qu'il a des affinités très fortes avec les ions métalliques. Et donc, il va y avoir une compétition, finalement, entre la molécule d'eau qui va chercher à se coordonner au métal et le ligand. Il y a des anions, de nombreux anions biologiques, comme les phosphates, les chlorures, les citrates, qui eux aussi peuvent interagir avec les ions métalliques. Des cations compétiteurs, qui sont parfois très abondants dans certains compartiments, comme le calcium, le zinc, le cuivre. Et puis de nombreuses molécules biologiques qui peuvent être de l'ADN, des lipides, mais nous parlerons surtout aujourd'hui des protéines. Donc après cette introduction assez générale sur le domaine de la chimie bio-inorganique, je vais vous parler d'une approche que nous utilisons couramment dans ce domaine, qui est une approche peptide. Et ensuite, je m'intéresserai à 2 types de métaux que nous étudions au laboratoire et je vous montrerai ce qu'on a pu développer sur l'uranium et sur le cuivre dans le cadre d'une pathologie un peu particulière qui s'appelle la maladie de Wilson. Alors avant de vous parler de peptides, je voudrais revenir très simplement sur ce qu'est une protéine, puisque les protéines vont être des ligands privilégiés des ions métalliques. Ce sont des macromolécules biologiques qui sont en fait des polymères d'acides aminés. Donc j'ai représenté simplement ici la formation d'un dipeptide à base de 2 acides aminés qui sont de configuration L à l'état naturel. Et donc, quand on fait réagir ces 2 entités, on obtient une liaison amide ou peptidique qui est en général de configuration trans, comme indiqué ici. Et puis, on peut poursuivre la polymérisation jusqu'à des degrés extrêmement élevés. Vous avez des protéines qui font intervenir des milliers d'acides aminés. Donc, quand on a une chaîne protéique comme ça, qui est représentée en rouge ici, vous voyez que les groupes R, qui sont les chaînes latérales des acides aminés, sont répartis alternativement de chaque côté du plan du squelette dans la structure. Alors, comme on vient de le voir, les briques élémentaires des protéines, ce sont les acides aminés. Et j'ai choisi ici quelques acides aminés particuliers qui sont connus pour interagir avec les ions métalliques. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est les chaînes latérales, ici, des acides aminés, puisque les autres fonctions sont polymérisées finalement dans la chaîne de la protéine. Donc on a tout un groupe d'acides aminés qui ont des chaînes que l'on appelle des chaînes latérales dures, dans la théorie de Pearson, qui ont des oxygènes en fait. Donc ces chaînes oxygénées, que ce soit des acides qui vont se transformer en carboxylates ou des phénolates, vont avoir des affinités extrêmement fortes avec des cations classés dans le groupe des durs dans cette même théorie. Donc ça va être les alcalins, les alcalinotéreux et puis par exemple le gadolinium 3+. On a également 2 acides aminés qui ont des chaînes latérales contenant du soufre. Le soufre, c'est un élément qui est beaucoup moins électronégatif que l'oxygène, qui va avoir tendance à partager ses électrons. Il est classé dans les donneurs mous, et donc il va interagir avec des métaux classés comme mous, comme le mercure 2+, qui est un gros métal, ou le cuivre 1, qui est également un ion métallique de rayon ionique important. Et puis, on a des comportements intermédiaires avec une chaîne azotée ici qui a la particularité, l'azote dans ces groupes est délocalisé dans le groupe aromatique. Et donc, ce sont des groupes qui vont être intermédiaires entre ces 2 séries rouge et bleu et qui vont interagir avec des ions qui eux-mêmes ont des propriétés un petit peu borderline, on dit en anglais, par exemple le zinc 2 ou le cuivre 2. Donc, vous voyez qu'on a toute une variété de briques qui vont interagir avec les métaux dans le vivant. Et puis dans les protéines, on peut avoir des éléments de structure. Alors si on n'a pas d'éléments de structure, on a ce qu'on appelle des pelotes statistiques, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vraiment précis, c'est une grosse spaghetti qui n'a pas vraiment de forme. Mais le plus couramment, on va avoir des éléments structuraux de type hélice, donc vous avez une vue de dessus, une vue de côté, ou feuillet bêta, en fait, qui sont des structures planes dans les protéines. Donc on a une organisation spatiale qui va orienter les chaînes latérales qui nous intéressent.
dont j'ai parlé tout à l'heure, les groupes R, de façon ordonnée dans la protéine. Alors les peptides, qu'est-ce que c'est qu'un peptide en fait? C'est tout simplement une protéine de plus petite taille. Alors je n'ai pas donné de chiffres parce que selon à qui vous vous adressez, vous n'aurez pas du tout les mêmes longueurs de peptines. Donc pour les chimistes, les peptides en général c'est plutôt de 3 à 20. Pour les biologistes, ça peut être 70. Donc c'est un petit peu différent selon les communautés avec lesquelles on parle. Alors est-ce qu'il existe des peptides naturels qui ont un rôle biologique? Il y en a un qui est extrêmement important, c'est le glutathion. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ce tripeptide qui est constitué de gamma-glutamate, d'une cystéine et d'une glycine. Donc gamma, c'est simplement parce que ce n'est pas l'acide alpha qui rentre dans la liaison peptidique, mais c'est la chaîne latérale en fait. Alors ce peptide, il est d'abord très abondant, 1 millimolaire dans toutes les cellules, donc c'est extrêmement élevé comme concentration au niveau biologique. De plus, c'est un thiol. Donc il est réducteur par nature. On a le couple thiol-disulfure qui fait que le GSH est réducteur. Et donc on a un milieu intracellulaire de par la présence de ce composé qui est extrêmement réducteur. Et puis comme il a un soufre, eh bien, il va pouvoir interagir avec de nombreux ions métalliques et en particulier les ions métalliques mous comme le mercure ou le cuivre 1. Donc on dit souvent que le glutathion, c'est un constituant essentiel des cellules et c'est en fait un tampon redox, c'est-à-dire que c'est lui qui va réguler la balance redox à l'intérieur de la cellule par cette réaction-là. Alors il existe un autre peptide dont vous avez probablement entendu parler, c'est le peptide amyloïde bêta qui est impliqué dans la maladie d'Alzheimer. Alors ce peptide, il est naturellement présent dans le cerveau, mais il va s'agréger quand la pathologie se développe. Donc c'est un peptide qui fait 40 à 42 acides aminés et qui va former les plaques amyloïdes, donc caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Alors je vous ai mis la séquence de ce peptide. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a une partie du côté gauche qui est hydrophile. Donc c'est un peptide qui est soluble, qui a de nombreux résidus ici symbolisés en rouge qui peuvent interagir avec les métaux. Et on a une autre partie qui est très hydrophobe, avec des résidus, avec des chaînes alkyles par exemple, ou aromatiques. Et c'est cette séquence hydrophobe qui est responsable de l'agrégation en structure en feuillet bêta dans la maladie d'Alzheimer. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la compréhension des mécanismes mis en jeu dans cette maladie. Est-ce que le peptide est toxique? Quelles formes sont toxiques? Est-ce que c'est les agrégats? Est-ce que c'est des oligomères? Pourquoi il s'agrège? Il interagit avec les métaux, mais est-ce que c'est une cause? Est-ce que c'est une réponse? Il y a énormément de débats dans le domaine à l'heure actuelle pour comprendre les tenants et aboutissants. Évidemment, c'est très important pour arriver à trouver des traitements, de comprendre ce qui se passe réellement. Alors, les peptides non naturels peuvent être aussi utilisés comme des mimes de protéines. On va découper la protéine en petits bouts pour essayer de simplifier les choses. Alors, la première approche qui vient à l'esprit, c'est d'utiliser des séquences linéaires, donc des petits bouts de protéines, qui sont extraites de la séquence de la très longue protéine. Alors cette approche, elle peut être intéressante. Là, j'ai représenté la structure d'une protéine à calcium, qui est la calmoduline. Vous avez le calcium ici. Quand on a un site très localisé, comme représenté là. Donc on peut faire un zoom sur ce site et extraire finalement la séquence d'acides aminés qui va coordonner le métal, qui en fait existe sur une dizaine d'acides aminés seulement. Alors l'avantage de cette démarche, c'est qu'on va extraire une vraie séquence de la protéine. Par contre, ces séquences linéaires courtes, elles ont très peu de structure. Ça veut dire que si elles ont peu de structure, il va falloir les organiser pour la complexation du métal. Et ça, c'est un coût anthropique qui est élevé parce qu'il faut réorganiser toutes les liaisons pour arriver à former la bonne structure autour du métal. Si on a des sites qui sont extrêmement distants dans la protéine, on ne pourra pas utiliser évidemment un petit bout pour mimer l'interaction avec le métal. Et donc ça conduit à des complexes qui sont souvent peu stables à pH physiologique. Alors une autre approche qui est développée depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est d'utiliser des séquences préorganisées dans lesquelles on va induire une structure particulière et qu'on appelle conçues de novo, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'existence réelle, on les construit à partir de rien, ou en tout cas à partir de l'esprit du chimiste. Donc le désavantage, je dirais, en termes de communication, c'est qu'elles ne sont pas extraites de la séquence de la protéine, donc on ne sait pas toujours d'où elles viennent. Par contre, le design permet de préorienter les chaînes latérales des acides aminés vers le métal que l'on veut complexer. Donc en faisant ça, en fait, on va gagner en affinité parce qu'on n'a plus ce coût anthropique à la réorganisation. Et puis, ce sont plutôt des mimes, finalement, de la forme complexée, de la forme liée au métal, plutôt que de la protéine libre.
Donc c'est tout le champ d'activité qu'on appelle en fait en anglais le peptide design. On peut exploiter des structures particulières, donc il y a des très beaux travaux qui ont été publiés par un groupe américain qui utilisent des systèmes de faisceaux en triple hélice qui sont connus donc pour se maintenir, les trois hélices interagissent les unes avec les autres par des interactions par exemple de type électrostatique et liaison hydrogène. Donc on a un faisceau ici qui est extrêmement stable. Vous pouvez voir la vue de dessus ici. Et en fait, des chercheurs ont substitué un acide aminé par une cystéine dans ces systèmes, ce qui a permis d'obtenir des complexes extrêmement stables du mercure 2 dans des modes de coordination un petit peu inhabituels. Alors au laboratoire, on utilise des approches plus simples avec par exemple cette plateforme peptidique préorganisée. Donc là, vous avez simplement un décapeptide, ce n'est pas très gros, avec deux motifs, proline, glycine. Alors la proline, c'est un acide aminé qui a la particularité d'être cyclique, donc il est beaucoup plus contraint que les autres. Et donc ça va induire des coudes ici, au lieu de séquences linéaires. Ça va permettre de définir un feuillet bêta, donc une structure quasi-planaire, qui va permettre d'orienter les chaînes latérales des acides aminés dans des directions définies de l'espace. Donc on impose cette structure. Donc on a par exemple les 4 chaînes latérales des acides aminés ici en rouge qui sont orientées vers le haut, et les 2 chaînes latérales des acides aminés en bleu qui sont orientées vers le bas. Donc on va pouvoir exploiter cette orientation pour coordonner un non métallique soit sur le haut par 4 donneurs, soit vers le bas avec 2 donneurs. Une autre approche que nous utilisons, c'est une approche qu'on a appelée pseudopeptide. Alors pseudopeptide, ça veut dire tout et n'importe quoi. En fait, c'est des choses qui ressemblent à des peptides, mais qui n'en sont pas complètement. Alors nous, dans notre définition, c'est en fait la fonctionnalisation d'une plateforme chimique que j'ai symbolisée par cette ellipse par des acides aminés. Et vous voyez qu'on va arriver comme ça également à orienter les acides aminés 2, 3, 4 vers le site métallique. Et puis pour se rapprocher le plus possible des structures chimiques des protéines, on va simplement greffer les acides aminés par des liaisons amides ou peptides sur la plateforme chimique. Alors en termes de méthodologie au laboratoire, comment est-ce qu'on travaille? On fait pas mal de synthèses, en fait, pas mal de synthèses de peptides qui sont des peptides solubles dans l'eau. Alors ça implique, comme je vous le disais, pas mal de synthèse sur support solide et puis de purification par des techniques de chromatographie liquide haute pression. Je ne parlerai pas de ces aspects de synthèse aujourd'hui parce que c'est moins mon champ d'activité personnel, mais il faut savoir que souvent la synthèse est quelque chose de limitant dans les laboratoires de chimie parce qu'il faut arriver à obtenir les composés et à les purifier. Ensuite, on s'intéresse à la spéciation des complexes métalliques. Donc, quels sont les complexes formés? Dans quelle quantité? Donc, pour reconnaître les quantités, on va mesurer des constantes thermodynamiques d'équilibre pour les équilibres métal-ligand et on va déterminer la spéciation à pH physiologique. Donc ça, on le fait par différents types de techniques. Ça peut être de la pH-métrie, différents types de spectroscopie, UV, fluorescence, dichroïsme circulaire. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Et on travaille en dosage. En fait, on va ajouter progressivement le métal sur le peptide ou la protéine pour voir la formation des complexes. Enfin, on caractérise assez finement les espèces métalliques. Donc ça peut être la structure du peptide, puisqu'on a vu qu'il y avait des éléments de structure, et ça, on a des moyens de les étudier, et la sphère de coordination du métal. Donc la structure des peptides, ça va être plutôt des techniques de résonance magnétique nucléaire en solution, donc techniques relativement classiques. Et pour la sphère de coordination du métal, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire, mais en particulier, on peut utiliser des expériences qu'on fait au synchrotron. Donc certains d'entre vous ont dû aller visiter le SRF, donc on a une ligne où on peut aller étudier, faire de la spectroscopie d'absorption X, où on va vraiment regarder le métal qui nous intéresse et donc détecter ce qu'il y a autour en première sphère. Alors tout ce qu'on fait au laboratoire se fait dans l'eau, le plus proche possible du pH physiologique, donc le pH du sang. Donc en général, on travaille entre pH 6 et pH 8, à des forces ioniques en chlorure de sodium qui sont proches également de la concentration dans le sang, donc environ 0,16 molaire. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, l'eau est un solvant très particulier qui rend les études nettement plus difficiles puisqu'il va interagir fortement avec les ions métalliques. Dans notre unité, on s'intéresse à 2 métaux très différents parmi d'autres. Le cuivre, qui est un métal essentiel, mais qui peut devenir toxique s'il est dérégulé, on verra pourquoi. Et l'uranium, qui est un actinide, donc un métal purement toxique, qui peut exercer une toxicité chimique ou radiologique en fonction de sa composition. Donc les questions qu'on va se poser, c'est quelles sont les formes pertinentes de ces métaux dans le vivant. Et puis on va essayer de prendre en considération les propriétés de coordination de ces métaux pour mettre au point des peptides capables de les lier.
Donc je vais commencer par les études que nous faisons en lien avec la toxicité de l'uranium et comment l'uranium interagit avec des protéines cibles dans l'organisme. Donc là, je vous ai mis quelques images d'utilisation de l'uranium qui sont un petit peu anciennes maintenant, parce qu'on ne fait plus trop ça. On utilisait l'uranium pour colorer des verres, parce qu'il a une phosphorescence très très jolie. Bon, évidemment, comme il est un peu radioactif, maintenant, c'est plus trop à la mode. Donc dans la classification, l'uranium, il est tout en bas. C'est l'élément le plus lourd qui est naturel, donc avec un numéro atomique de 92. Évidemment, quand on parle d'uranium, on pense tout de suite énergie nucléaire, qui utilise et produit des actinides qui vont donc avoir des toxicités radiologiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'uranium naturel, qui est faiblement radioactif. Il y a un certain pourcentage d'uranium-238, mais il est relativement faiblement radioactif. Alors, où est-ce qu'on peut trouver de l'uranium naturel ? Tout simplement déjà dans les mines d'uranium à ciel ouvert. Là, je vous ai mis une photo d'une mine aux États-Unis. C'est des paysages qui sont absolument magnifiques, avec plein de couleurs et des eaux qui sont vert, bleu. C'est magnifique, mais malheureusement, c'est un petit peu toxique. Vous savez certainement qu'on a utilisé de l'uranium appauvri pour des applications militaires, notamment pendant les guerres du Golfe. Et puis, ce qui nous concerne peut-être plus aujourd'hui dans la population, c'est l'utilisation intensive des engrais phosphatés. Et les engrais phosphatés, ils sont extraits de roches, et ces roches, en général, elles contiennent de l'uranium. Donc, il y a de l'uranium dans les engrais. Donc, les expositions chroniques à des faibles doses d'uranium naturel sont tout à fait possibles, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à la toxicité chimique de l'uranium. Donc, quand on a une intoxication avec ce métal, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la première cible, ça va être tout simplement le sang. Il va rejoindre les compartiments sanguins. Ensuite, il y a deux organes cibles majeurs, les reins, où il est néphrotoxique, et le squelette osseux, où il va aller substituer en fait le calcium, qui lui ressemble un petit peu. Donc là, on va avoir une accumulation sur le long terme de l'uranium dans les os, avec des perturbations de l'homéostasie des os. Homéostasie, ça veut juste dire régulation. Et puis une fragilisation, par exemple, des os. Par contre, que se passe-t-il à l'échelle moléculaire ? Alors la première question à laquelle on doit répondre, c'est finalement l'uranium, il est comment dans le vivant ? Comme tous les éléments D et F, il peut se trouver sur plusieurs degrés d'oxydation. On peut citer 3, 4, 5, 6, mais c'est en fait le degré 6 qui va être le plus oxydé, qui est présent dans les milieux classiques, on va dire. Donc, dans ce cation qui est très particulier, qui s'appelle l'uranyle, dans lequel l'uranium 6 a deux ligands oxo, donc c'est un espèce de petit bâtonnet en fait, ce n'est pas du tout une espèce sphérique. Donc il y a très peu de métaux qui ont ce genre d'arrangement. On peut penser au vanadium, mais sinon il n'y en a pas beaucoup dans la classification. C'est un cation qui est classé dans les durs, dans la théorie de Pearson, et qui ressemble de par ce fait au calcium 2+. Et en fait, ces deux éléments vont produire des interactions fortes avec des atomes d'oxygène, préférentiellement chargés négativement, donc avec des carboxylates, des phosphates, etc. Par contre, ils ont des géométries complètement différentes. L'uranium, de par la présence des deux oxos ici, va induire la coordination des ligands dans le plan équatorial uniquement pour éviter la répulsion avec les oxygènes, tandis que le calcium, comme de nombreux ions métalliques, a une coordination isotrope. Donc l'uranium a des propriétés de coordination très spécifiques à cause de ces deux oxygènes, et donc on aura une coordination uniquement dans le plan équatorial avec 4 acides honneurs. Une autre différence importante, c'est l'hydrolyse, réaction toujours la présence de l'eau, qui a lieu à des pH extrêmement faibles. Donc l'hydrolyse, c'est simplement cette réaction sur l'eau qui produit un hydroxo complexe et qui relargue un proton. C'est lié à l'acidité du métal. En fait. Donc pour l'uranyle, c'est une réaction qui se fait à pH 3, 4 et qui est très importante. Pour le calcium, elle se fait à des pH extrêmement élevés, donc en fait, dans le vivant, ça n'arrive pas. Donc l'hydrolyse de l'uranyle, dans les conditions que nous vivons dans le vivant, va être une compétition extrêmement importante qu'il va falloir prendre en compte. Alors in vivo, l'uranium, quand il rejoint le sang, qu'est-ce qui lui arrive ? Il va être lié à des anions, par exemple, mais aussi à des protéines, donc aux protéines plasmatiques. Alors on peut citer l'albumine, qui est la protéine la plus abondante que nous avons dans le sang, mais aussi la transférine, qui est une protéine qui fixe le fer 3. Et puis récemment, mes collègues de Marcoule ont découvert cette protéine, la fétuine, qui est impliquée dans la minéralisation des os. Donc comme l'uranium remplace le calcium dans les os, ça fait sens d'avoir des protéines impliquées dans ces processus osseux qui soient impliquées dans l'interaction avec l'uranyle. Cette protéine est très peu abondante, mais elle a une très forte affinité pour l'uranyle et est probablement l'une des cibles les plus importantes dans le plasma.
Il existe aussi d'autres protéines impliquées dans l'homéostasie des os, comme l'ostéopontine, qui est une protéine hyperphosphorylée. Donc ça, c'est sa séquence, vous voyez que c'est une grosse chose, qui est complètement désorganisée et qui contient plein de fonctions phosphates. Donc elle a ces alcools, en fait, qui sont phosphatés. Donc ici, tous les petits bâtonnets avec la boule, là, ce sont des phosphates. Donc cette protéine a une très très forte affinité pour l'uranyle, et on sait que cette affinité est dépendante des phosphates. Et elle est complètement déstructurée et se structure un petit peu autour du métal. Par contre, on n'a aucune idée aujourd'hui des sites de liaison d'uranyle dans les protéines. On ne sait pas exactement ce qui se passe. La seule chose qui est visible, c'est que ces protéines, elles contiennent beaucoup de carboxylates, de phénolates et de phosphates. Mais à part ça, donc des ligands oxygénés. Mais à part ça, on ne sait pas grand-chose. Il n'y a pas de structure de complexe d'uranyle sur les protéines entières, ça ne cristallise pas, ça ne s'étudie pas bien. C'est pour ça que depuis quelques années, on propose une approche avec des peptides qui sont des modèles simples des protéines cibles pour essayer d'identifier les interactions de l'uranium avec les protéines. Donc c'est ce qu'on appelle des peptides biomimétiques. Donc on a utilisé l'approche qui est l'approche que nous préférons sur les séquences préorganisées conçues des nobos et non des séquences linéaires. Et évidemment, on a dû adapter nos systèmes à la coordination de l'uranium dans le plan équatorial. La première approche que je vous ai présentée avec les peptides cycliques est parfaite pour ceci, puisqu'on a 4 chaînes latérales qui pointent dans une direction et qui vont pouvoir converger vers le plan équatorial de l'uranium. La question qu'on peut se poser, c'est quels acides aminés on va insérer dans ces positions rouges, donc pour la coordination. Et dans la position bleue, en fait, on a systématiquement positionné un acide aminé très particulier, qui est le tryptophane, qui est un acide aminé aromatique fluorescent. Et en fait, cette fluorescence, elle est très intéressante parce qu'elle va nous permettre de détecter la complexation du métal. Donc, quels acides aminés introduire? Le plus logique, c'est de partir sur des donneurs oxygénés qui sont présents dans les protéines liant l'uranyle, donc des carboxylates dans des chaînes courtes ou des chaînes longues, selon les acides aminés. Et puis des phosphates, puisqu'on a vu que les protéines phosphorées avaient des affinités très fortes pour ce métal. Donc on a développé toute une série de composés en partant d'un peptide prototype qui n'a pas de phosphate et en enrichissant progressivement le nombre de phosphates dans la séquence. Alors on s'est tout d'abord posé des questions assez simples sur cette structure de base. Est-ce que ce qu'on a dessiné sur le papier, ça marche? C'est-à-dire, est-ce que finalement la structure de ce cyclodécapeptide est vraiment adaptée à la coordination d'uranium dans le plan équatorial? Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant avec un certain nombre d'études expérimentales pour vous montrer comment on manipule un petit peu les techniques au labo. Donc la première étape, ça a été la validation de la plateforme pour la coordination. Est-ce que la structure est adaptée? Et une méthode de choix pour étudier la structure en solution, c'est la résonance magnétique nucléaire, donc là du proton en l'occurrence, qu'on a pu réaliser dans l'eau. Donc à partir des données de RMN, on peut obtenir des structures de peptides ou de protéines. Donc là, j'ai représenté la structure de plus basse énergie obtenue à partir de ces données. Alors on peut reconnaître ici, vous avez le cycle peptidique. Ici, on a les 2 chaînes latérales qui étaient en bleu vers le bas, une chaîne alkyle assez longue, et puis le résidu fluorescent aromatique, là on reconnaît bien le système pi qui est plan. Et les chaînes vers le haut, ici, vous voyez avec les carboxylates, qui pointent bien vers le haut de la structure. Donc malgré une certaine flexibilité de ce peptide, ce n'est pas du tout quelque chose de rigide, eh bien, toutes les structures montrent que les chaînes latérales que nous souhaitons sont vraiment orientées dans la bonne direction pour aller interagir avec le métal. Alors ensuite, pour étudier les complexes, eh bien, on utilise de façon préférentielle la spectrométrie de masse. C'est une technique qu'on appelle en mode d'ionisation électrospray. Donc on va détecter les masses sur charge des ions qui sont formés dans la source du spectromètre de masse, ce qui va nous donner la nature des complexes que nous détectons. Et ce mode d'ionisation particulier est extrêmement doux, ce qui permet de ne pas avoir de fragmentation. En fait, le problème de la spectro de masse, c'est qu'on a des coupures en petits morceaux. Avec cette technique très douce, on n'a pas de coupure. Sur ce spectre, ce que l'on voit en fait, c'est que les masses correspondent aux peptides libres. Donc vous avez ici des ions monochargés, dichargés. Et on voit la formation d'un seul type de complexe sous forme dichargée et monochargée, qui est un complexe 1 pour 1 avec l'uranyle, qui est bien l'espèce que nous souhaitons favoriser. Alors une autre technique qui est très intéressante pour étudier les peptides et les protéines, c'est le dichroïsme circulaire. Le dichroïsme circulaire, c'est simplement une technique d'absorption où on va détecter l'absorption de molécules chirales, les peptides sont chiraux, en lumière polarisée. Donc on va avoir des spectres qui peuvent être négatifs, donc comme celui que vous avez ici, ou positifs en fonction de la chiralité du système.
Et en fait, cette technique est très sensible à la structure secondaire du peptide, donc ça va nous permettre de déterminer si on a des hélices, des feuillets ou d'autres choses. Ici, on a le spectre en fait, du peptide tout seul, qui n'est pas très joli en fait, et qui est caractéristique d'une absence de structure. C'est-à-dire que ça, c'est la pelote statistique en fait, quand on a ce genre de signaux. Quand on rajoute de l'uranium, on voit la formation du feuillet bêta. Donc là, on a une jolie bande très intense qui est caractéristique du feuillet bêta. Ça, c'est des choses qui sont tabulées et connues. Quand on fait le dosage en ajoutant progressivement l'uranyle, on voit la formation de points isodichroïques ici, donc c'est des points isobestiques en fait en UV, qui prouvent qu'on a un équilibre entre seulement deux espèces, le peptide libre et un seul complexe. Donc on a bien un seul complexe qui est celui que nous avions prévu. Et quand on travaille en excès de métal, eh bien on n'a pas d'évolution significative, donc probablement on n'a pas la capacité d'inclure un deuxième métal dans la structure. On peut aussi utiliser la fluorescence. Donc ici, c'est la fluorescence du groupe bleu, ici le tryptophane. Donc on part de la fluorescence naturelle dans le peptide. Et quand on ajoute le métal, eh bien on voit une extinction totale de la fluorescence. Donc ici, j'ai reporté l'intensité de fluorescence en fonction du nombre d'équivalents d'uranium ajouté. Et on voit qu'on a bien ici une extrapolation à un équivalent qui correspond donc à la formation à nouveau d'un complexe 1 pour 1. Donc à partir de ces études préliminaires, qu'est-ce qu'on a vu? On voit qu'on forme exclusivement un seul type de complexe, qui est celui qui nous intéresse. On n'a pas de précipitation à pH 6 ou 7, donc ce qu'on voit souvent avec des séquences linéaires, parce que les affinités sont faibles. Et puis le complexe a bien la structure attendue en feuillet bêta. Alors il reste néanmoins un certain nombre de questions. Est-ce que ça veut dire que les quêtes chaînes latérales sont vraiment impliquées dans la complexation de l'ion? Est-ce que le feuillet bêta, finalement, n'est pas un peu trop rigide, là, avec les deux coudes qu'on impose? Et quelle va être la séquence de plus forte affinité? Est-ce qu'il faut mieux mettre des courtes chaînes, des longues chaînes? Qu'est-ce qui va jouer? Alors, pour connaître ça, il faut quantifier. On ne peut plus se contenter d'aspects qualitatifs. Et pour quantifier, on mesure les constantes d'équilibre à pH physiologique. Donc là, c'est un équilibre très simple, parce qu'on n'a qu'un seul complexe. Donc on va se placer en milieu tamponné et mesurer la constante de complexation grâce à l'extinction de fluorescence du tryptophane. Donc là, j'ai reporté les principales conclusions qu'on a obtenues avec des séquences. Donc là, C, c'est pour cyclique, ça c'est tous nos peptides cycliques. Puis ici, vous avez un équivalent linéaire. Donc la première chose qu'on voit, c'est que les peptides cycliques, ils contrôlent la formation du complexe 1,1 et on va avoir une affinité nettement plus élevée pour les séquences cycliques que pour les séquences linéaires. Quand je mets inférieur à 10 puissance 7, c'est probablement même 10 puissance 4 ou 5. Les peptides cycliques tétraacides ont des affinités au pH d'étude qui sont de l'ordre de 10 puissance 8. Pourquoi pas. Et quand on supprime un des résidus acides, donc ici on a remplacé un résidu acide par quelque chose qui ne coordonne pas, eh bien on diminue considérablement l'affinité. Et donc ça veut dire que les 4 chaînes latérales oxygénées sont bien coordonnées au cation. Alors ensuite, on s'est intéressé donc au groupe phosphate. Alors là, chimiquement, ce n'était pas facile parce que la synthèse peptidique avec des phosphates, mes collaborateurs diraient que c'est pas loin du cauchemar. Donc quand on remplace un acide par un phosphate, on augmente considérablement l'affinité pour le métal. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent avec ce qu'on voit dans les protéines. Et donc, on s'est très vite intéressé à ce candidat-là, qui est évidemment le plus difficile à synthétiser, puisqu'il a 4 phosphates, mais qui doit donner les propriétés les plus intéressantes. Je présente très rapidement ce qu'on a obtenu par spectrométrie de masse. On voit des complexes de stoichiométrie variés, contrairement à tout à l'heure. Un uranium, 2 uraniums, celui-là étant significativement plus présent en excès. En dichroïsme circulaire, ce qu'on peut voir, c'est qu'on part, comme tout à l'heure, d'une forme qui n'est pas structurée et qu'on va vers un feuillet bêta. Et par contre, toutes ces techniques nous montrent qu'on a un comportement plus compliqué que précédemment avec plein de complexes, en fait. Des complexes qu'on peut représenter de cette façon-là, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc à partir des coupes de fluorescence, on a pu déterminer les constantes. Et on a eu la surprise de voir que à chaque fois qu'on incrémente avec un groupement phosphate supplémentaire, on augmente l'affinité considérablement. Et cette augmentation est linéaire jusqu'à 4 phosphates dans les peptides. Donc ça veut dire que la lésion au phosphate est très forte avec ce métal-là. Et encore plus intéressant, quand on compare à la protéine qui nous intéresse, donc l'ostéopontine, on voit que le dernier candidat, il a une affinité qui est tout à fait celle de la protéine. Donc on propose aujourd'hui que ce peptide finalement assez simple, avec 4 phosphates, c'est un bon modèle du site de coordination de forte affinité dans l'ostéopontine. En effet, la protéine qu'on a symbolisée ici avec ce schéma,
est capable en fait d'apporter, puisqu'elle n'est pas structurée, elle peut s'enrouler autour du métal pour aller amener 4 groupes phosphates à proximité de l'uranium. Et donc aujourd'hui, pour la première fois, en fait, on a des éléments d'identification des sites de liaison de cet ion toxique dans les protéines, grâce à l'approche bio-inorganique. Alors un dernier point là-dessus, c'est que ces protéines lient naturellement le calcium. Donc on a regardé ce qui se passait en comparaison avec le calcium. Et en fait, ce qu'on a vu, bien que ces deux ions soient de même charge et très durs, c'est que l'uranium, il préfère les phosphates et le calcium, il préfère les carboxylates. Et ça, on le voit très bien sur nos systèmes, où quand on a des peptides qui n'ont pas de phosphate, on a des constantes pas très différentes pour l'uranyle et le calcium, avec une sélectivité qui est assez faible. Et quand on passe à des systèmes purement phosphates, on voit qu'on augmente considérablement l'affinité pour l'uranium, et par contre, on diminue de façon importante celle pour le calcium. C'est très pauvre ici. Et donc, on a une sélectivité qui est très, très élevée. Dans la protéine, vous avez un peu tout. Il y a des phosphates, il y a des carboxylates. Donc, finalement, l'uranyle et le calcium peuvent choisir ce qui leur va le mieux. Et donc, on a une affinité, une sélectivité de l'ordre de 10 puissance 4. Donc, cette forte sélectivité pour l'uranium, elle est intéressante parce que ça veut dire que si on envisage d'utiliser ces peptides comme décorporants, eh bien, on va pouvoir déplacer l'uranyle de la protéine grâce à cette forte sélectivité. Alors je vais passer à mon deuxième sujet, qui est la chélation du cuivre, en lien avec la maladie de Wilson. Donc le cuivre, évidemment, il n'est pas du tout au même endroit dans la classification périodique. C'est un métal léger, en haut du bloc D. C'est un métal essentiel qui a une chimie redox, cuivre 1, cuivre 2. Et donc il est cofacteur dans de nombreuses enzymes qui vont être impliquées dans la respiration, par exemple, dans plein de processus vitaux. Néanmoins, si on a un excès de cuivre dans l'organisme, pour une raison ou pour une autre, eh bien, il va être toxique. Pourquoi ? Parce qu'il peut faire des réactions de type qu'on appelle de type Fenton, ça c'est le nom pour le fer, mais ça existe aussi pour le cuivre, qui vont conduire, à cause des propriétés redox, à la formation de radicaux hydroxyles. Et les radicaux hydroxyles, ce sont des choses extrêmement réactives qui vont réagir sur tous les composants cellulaires, protéines, lipides, ADN, etc. Et donc qui vont conduire à de la mort cellulaire. C'est pour ça que dans notre corps et dans votre corps, la concentration intracellulaire de cuivre est très très finement régulée. Il y a toute une machinerie de protéines qui vont faire que le cuivre reste bien à des concentrations non toxiques. Alors ça, c'est une représentation très simple du vivant, d'un corps humain vu par une chimiste. On ingère le cuivre dans notre alimentation de façon naturelle, donc du cuivre 2 en général. Il va rejoindre, après passage des barrières, l'intestin grêle, va être distribué par la circulation, par la veine porte, jusqu'au foie. Et le foie, en fait, c'est vraiment l'organe principal, à la fois de la distribution du cuivre vers les organes qui en ont besoin, dans les protéines actives, mais aussi de l'excrétion du cuivre par la voie biliaire quand il y en a trop. Alors, dans la maladie de Wilson, on a en fait une protéine qui ne fonctionne pas. Donc, peu importe son nom, mais elle s'appelle ATP7B. Cette protéine, en fait, elle est dans le foie, et si elle ne fonctionne pas, c'est elle qui est chargée en fait, de la distribution vers les organes et de l'excrétion. Donc ça veut dire qu'on a tout d'abord un défaut d'excrétion du cuivre chez ces malades. Ils ne sont pas capables d'éliminer le cuivre qui est là en trop. Donc on a une accumulation dans le cuivre, majoritairement dans le foie, et donc une toxicité dans les cellules hépatiques. Et puis on a des symptômes hépatiques, mais pas seulement. On a aussi beaucoup de symptômes neurologiques, parce que probablement on a des redistributions du cuivre vers le cerveau. Alors cette maladie est une maladie génétique, puisque c'est une protéine qui a une modification génétique. Elle est orpheline, elle touche très peu de naissances et elle est difficile à diagnostiquer parce que les symptômes hépatiques, on ne les détecte pas très vite et les symptômes neurologiques apparaissent souvent au moment de l'adolescence et on attribue ça à des troubles du comportement de l'adolescent, genre dépression, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile à détecter. Et les traitements pour cette maladie, ça va être en fait d'aller chélater le cuivre avec des molécules organiques pour promouvoir son excrétion. Alors, les traitements qui existent actuellement sont très simples, sont très anciens, ont pas mal d'effets secondaires, ce qui fait que les patients, des fois, arrêtent de les prendre sans prévenir, et puis, dans un certain nombre de cas, sont non actifs. Donc, c'est pour ça qu'il y a une quinzaine d'années, on a proposé une stratégie un petit peu plus spécifique, où on s'est dit, finalement, le cuivre, il s'accumule majoritairement dans le foie. Donc, si on arrive à arrêter ce qui se passe dans le foie, on aura gagné. Donc on a ciblé l'accumulation de cuivre dans le foie, qui est l'organe majeur de la régulation et de l'accumulation. Et pour ça, on a décidé de mettre au point des chélateurs de cuivre dans les cellules du foie, donc intra-hépatocytes. Hépatocytes, c'est les cellules du foie.
Alors les cellules, on a vu que c'était des environnements réducteurs, notamment à cause de la présence de ce petit peptide, le glutathion, qui est là en grande quantité. Et donc dans les cellules, le cuivre qui est disponible, c'est-à-dire qui n'est pas lié aux enzymes, va plutôt être sous forme de cuivre 1 parce qu'il y a du glutathion. Le cuivre 1, c'est un ion mou et il va donc avoir des interactions fortes avec les donneurs soufrés. Et d'ailleurs, quand on regarde tout ce qui est connu sur la biologie du cuivre, eh bien les protéines qui vont interagir avec cet ion pour son transport et son stockage dans la cellule, eh bien ce sont des protéines soufrées. Elles ont des acides aminés méthionine, cystéine qui vont coordonner ce métal. Donc la chimie intracellulaire du cuivre, eh bien, c'est beaucoup une chimie du cuivre 1. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait dans ce domaine? On s'est intéressé à faire dans un premier temps des mimes de sites à cuivre dans les protéines. Donc ici, vous avez une chaperonne. Donc les chaperonnes, en fait, c'est des protéines qui vont convoyer l'ion métallique dans la cellule vers une cible. Donc ça, c'est une chaperonne importante. Alors on a pris celle de la levure qui s'appelle ATX1, mais on a la même en fait qui s'appelle ATOX1 dans nos cellules du foie. Et dans cette protéine, dont la structure était connue, eh bien, on a un site à cuivre 1 où le cuivre est digonal avec 2 coordinations par des thiolates, par des soufres. Donc on a fait un zoom, comme je vous ai montré tout à l'heure sur cette boucle très simple. On a pris la séquence qui coordonne le métal avec les 2 cystéines, et puis on a ajouté ici un coude dans la structure cyclique pour rigidifier le système et empêcher d'avoir un peptide linéaire complètement désorganisé. Donc par cette approche, on a obtenu des affinités pour le cuivre 1 qui sont extrêmement élevées, 10 puissance 17, et qui sont tout à fait similaires à celles de la protéine toute seule. Donc ce qu'on s'est dit à cette période-là, donc c'est un peu ancien, vous voyez, c'est que finalement des peptides assez simples qui contiennent quelques cystéines ont des affinités très fortes pour le cuivre et sont très sélectifs, ça on l'a mesuré aussi, par rapport à un compétiteur important dans la cellule qui est le zinc. Donc finalement, c'est des choses qui pourraient être intéressantes finalement pour promouvoir la chélation intracellulaire du cuivre. Alors il y a d'autres protéines extrêmement intéressantes qui ont attiré notre attention, c'est les métallothionéines. Alors les métallothionéines, c'est des petites protéines entre 50 et 80 acides aminés qui sont chargées du stockage des métaux toxiques ou des métaux en excès dans les cellules. Quand vous avez une intoxication au mercure, par exemple, la première défense de la cellule, c'est de biosynthétiser ces protéines qui vont former des amas de métal pour empêcher sa toxicité. Et elles font la même chose quand on a un excès de cuivre. Donc ici, c'est une structure qui a été connue aussi d'un complexe de cuivre 1 avec une métallothionéine de la levure aussi. Et dans ce cas, on a pu, en regardant la structure, on voit qu'on a des sites avec 3 soufres, donc des sites trigonaux à cuivre 1 de ce type-là. Donc pour mimer ces sites trigonaux, on est parti sur une approche pseudopeptide biomimétique qui part sur une symétrie C3. On s'est dit, pour faire du cuivre S3, on va prendre un truc qui a une symétrie C3. Donc on est parti sur cette plateforme chimique qui est très simple, qui est l'acide nitrilotriacétique, que l'on a fonctionnalisé avec 3 cystéines, donc tout simplement par couplage peptidique. Et cette molécule, toute simple par rapport à la protéine, eh bien, elle a des affinités à nouveau phénoménales pour le cuivre 1, 10 puissance 19, tout à fait similaires à celle qui a été mesurée avec les métallothionéines. On a fait pas mal d'études sur ces composés et on voit que finalement ce pseudopeptide qui mime la coordination du cuivre par les métallothionéines est un très bon candidat pour la chélation du cuivre 1. Très forte affinité, coordination similaire à la protéine et à nouveau une sélectivité très forte par rapport au zinc qui est présent de façon abondante dans la cellule. Alors une question importante quand on va au-delà du biomimétisme mais qu'on veut utiliser ça dans les cellules, c'est de se dire finalement est-ce que ça rentre? Parce que si ça ne rentre pas, ce n'est pas la peine d'aller cibler du cuivre 1 intracellulaire. Alors c'est une structure extrêmement hydrophile, très soluble dans l'eau, donc il y a peu de chances que ça rentre. Ça c'est une vision assez simplifiée de l'internalisation des molécules chimiques par les cellules, donc vue par une chimiste. Quand on a une membrane cellulaire comme ça, donc c'est une bicouche phospholipidique, comment peuvent rentrer les molécules dans la cellule, donc à partir du compartiment extérieur? On a pas mal de médicaments en fait, qui sont des molécules aromatiques, donc j'ai représenté ici la quinine, qui vont rentrer par internalisation qu'on appelle passive. C'est-à-dire que c'est lipophile, la membrane est lipophile, donc ça va diffuser à travers la membrane. Donc c'est quelque chose qui est très peu spécifique, vous pouvez vous en douter. Et il y a de nombreux médicaments lipophiles qui empruntent cette voie. On a des choses qui s'appellent des transporteurs. Alors par exemple, c'est ce qui permet de faire rentrer les métaux.
C'est perméable aux métaux, une membrane cellulaire. Mais ce n'est pas par diffusion passive, ça se passe via des transporteurs. Donc là, c'est un transporteur qui s'appelle Copper Transporter et qui est spécifique du cuivre 1, ou presque. Et là, en fait, ça va fonctionner avec un gradient de concentration. Alors, je dis spécifique au cuivre, ça va quand même pouvoir faire rentrer de l'argent aussi, qui ressemble beaucoup au cuivre 1. Et puis, on pense aujourd'hui que c'est aussi un des moyens d'entrée dans la cellule du cisplatine, la molécule dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un anticancéreux. Et puis, il y a d'autres types de protéines qui sont des protéines membranaires. Donc, ce sont ce qu'on appelle des récepteurs. Alors là, c'est un mécanisme un petit peu différent. C'est des récepteurs qui vont internaliser des molécules qui vont être d'abord reconnues. Donc, on a un phénomène d'interaction supramoléculaire avec le récepteur et ça va promouvoir l'entrée de la molécule par endocytose dans la cellule. Et de façon extrêmement intéressante, il y a un récepteur qui est quasiment uniquement exprimé à la surface des cellules hépatiques, c'est le récepteur aux asialoglycoprotéines. C'est un peu barbare comme nom. Maintenant, j'arrive à le dire, avant, je n'y arrivais pas. Donc, il va reconnaître spécifiquement les asialoglycoprotéines qui ont en fait des sucres, enfin des acides sialiques terminaux. Et en fait, c'est pour les processus de dégradation des protéines. Les protéines en fin de vie, elles vont se transformer sous forme d'acide sialique et être internalisées par le foie qui va les digérer, en fait. Donc, ce qui fait que ce récepteur, il est spécifiquement conçu pour reconnaître des sucres. Et ça, c'est des mécanismes qui sont extrêmement spécifiques. Alors, la structure d'un des domaines du récepteur était connue et on sait qu'il a une affinité très forte dans ce phénomène de reconnaissance à la surface de la cellule avec la N-acétylgalactosamine. Peu importe, c'est un sucre particulier qui interagit fortement avec le récepteur. Deuxième élément important, c'est qu'on sait que le récepteur, c'est un espèce de bouquet. Donc c'est un joli bouquet de fleurs, comme ça, vous avez 3 sites ou 5 sites de reconnaissance, on ne sait pas exactement. Et donc des molécules qui ont 3 sucres distants de 20 à 15 angstroms sont reconnues encore plus efficacement que les autres. Donc on a utilisé toutes ces données qui étaient publiées dans la littérature sur ce récepteur et ses interactions avec les sucres pour dériver notre chélateur. Donc vous avez ici, de façon symbolique, la molécule finale à laquelle on est arrivé, où on a introduit 3 sucres, c'est les boules bleues, des N-acétylgalactosamines, et en fait avec des distances, on a ajusté ce lien-là pour avoir des distances qui sont entre 15 et 20 angstroms et donc favoriser l'interaction avec le récepteur. Et puis un autre concept qu'on a introduit, c'est le concept de prodrogue. Alors qu'est-ce que c'est qu'une prodrogue ? C'est une drogue qui n'est active qu'à sa cible. Elle est inactive avant, et quand elle rentre dans la cellule, elle devient active. Donc on a introduit les sucres ici en masquant les fonctions thiol, qui sont celles qui chélatent le cuivre, dans des ponts disulfures qui, eux, n'ont pas d'interaction avec les métaux. Alors, je vais essayer d'expliquer comment ça marche. Donc la molécule qu'on a synthétisée, c'est celle-ci. Il est attendu qu'elle interagisse de façon extrêmement forte avec les récepteurs à la surface du foie pour être internalisée dans la cellule qui va avoir le cuivre en excès. Ensuite, quand elle arrive dans la cellule, qu'est-ce qu'elle rencontre ? Elle rencontre le GSH, le glutathion millimolaire, qui est réducteur. Comme c'est réducteur, ça va couper les ponts disulfures pour régénérer le chélateur qui va être capable de complexer le cuivre dans la cellule. Donc à l'extérieur de la cellule, la molécule, elle ne fait rien. Quand elle rentre, elle se coupe, elle régénère le chélateur et elle complexe le cuivre. Donc c'est ça l'effet prodrogue. Bon, ça c'est sur le papier, on a dessiné tout ça, c'est bien joli, mais est-ce que ça marche ? Parce que ce n'est pas complètement évident, enfin on n'était vraiment pas sûr de nous. Donc on a déjà vérifié que la molécule était incorporée, rentrait bien dans les cellules. Donc pour vérifier ça, on a rajouté une copule fluorescente sur la molécule pour pouvoir l'imager, la voir. Donc on peut utiliser la microscopie de fluorescence sur des cellules hépatiques pour localiser la prodrogue. Donc ici, simplement, on voit que les cellules se colorent en rouge, donc ça rentre. Après, il y a des méthodes un petit peu plus quantitatives. Je ne sais pas si vous connaissez des méthodes de type cytométrie en flux. Ça permet de compter les cellules fluorescentes, en fait. Donc on sait combien de cellules vont incorporer, en gros, la molécule. Donc ici, on voit une expérience où on met dans le milieu extracellulaire la prodrogue marquée, et on voit que plus on en met, plus on en incorpore, en fait. Donc ça, c'est une caractéristique d'incorporation par un récepteur. Bon, on a pu quantifier donc, cet effet, et en fait, l'incorporation est extrêmement efficace. Après, je voulais vous montrer des images un petit peu particulières qu'on a obtenues à l'ESRF qui permettent donc au synchrotron, qui permettent de suivre le cuivre dans les cellules, parce qu'in fine, ce qui nous intéresse, c'est quand même le cuivre. Alors j'aime bien cette photo, donc je la mets parce qu'elle me plaît. C'est vrai que bon, c'est pas tout à fait la vue qu'on a quand on travaille au synchrotron. Pour ceux qui ont visité, on est plutôt dans des petits trucs hyper exigus et très encombrés.
mais néanmoins, je pense que c'est une belle image de nos grands instruments français. Donc, au synchrotron, il y a plein de lignes différentes, et nous, on a une ligne qui nous permet de faire de l'imagerie des métaux en détectant la fluorescence X du métal. Donc, on va être spécifique du métal. Si on veut regarder le cuivre, on ne regardera que le cuivre. Et ça, on peut le faire sur des cellules à des échelles extrêmement faibles, donc à 10 ou 40 nanomètres. On a pris nos cellules hépatiques, et puis on a regardé comment le cuivre se répartissait dans ces cellules. Alors là, je vous ai mis le zinc, parce que le zinc, il donne des images que je trouve très jolies. On voit ici une cellule. Est-ce que vous voyez l'espèce de petit fantôme là? En fait, c'est le noyau avec ses nucléoles. Donc on a souvent ces petites images qui nous permettent de voir en fait la forme de la cellule. Donc là, on a une cellule, une deuxième cellule. Et là, en fait, on a un trou que j'ai noté petit c parce qu'au niveau cellulaire, ça équivaut au canalicule biliaire, en fait, donc à l'excrétion par la bile. Donc le cuivre, lui, je l'ai coloré en vert ici, on voit que finalement il est réparti dans la cellule, donc pas dans le noyau, pas dans le canalicule, mais il est réparti ici de façon à peu près homogène. Quand on ajoute la prodrogue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une relocalisation du cuivre autour du canalicule. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous dit que probablement l'excrétion se fait par les canalicules biliaires. Et c'est important parce que c'est la voie naturelle d'excrétion, donc qui ne produit pas d'effet secondaire. Donc pour finir sur ce sujet, on a mis au point une molécule qui est très spécifique pour traiter les surcharges en cuivre. Donc la chimie bio-inorganique nous a permis d'établir un chélateur biomimétique qui est spécifique du cuivre 1 par rapport aux autres métaux. J'ai rappelé ici les constantes qu'on a obtenues par rapport, par exemple, au zinc, par rapport à celle de la molécule qui est utilisée actuellement en clinique. Elle est également spécifique des hépatocytes puisqu'on a ciblé un récepteur du foie particulier. Et c'est une prodrogue qui libère la substance active uniquement dans les cellules visées. Alors, je n'ai pas présenté ça aujourd'hui, mais on a pu montrer en fait sur des souris, des modèles de la maladie de Wilson, qu'on observait une diminution du cuivre hépatique chez la souris malade, sans excrétion urinaire, ce qui est important parce que les médicaments actuels promeuvent une excrétion urinaire qui est probablement responsable, dont le mécanisme est responsable des effets secondaires. Et donc, les études cellulaires et sur l'animal nous montre qu'on a une chélation intracellulaire du cuivre et une excrétion biliaire. Donc cette molécule très simple, qui vient du biomimétisme et de la bio-inorganique, qu'on en a ciblée vers le foie, est capable de restaurer la voie naturelle d'excrétion du cuivre par la bile chez les malades, enfin chez les souris malades, on n'est pas aux malades. Alors je vais juste faire un petit point pour terminer sur ce sujet, sur le déroulement du projet, parce que là, en 20 minutes, j'ai résumé des années d'études, et vous montrer comment, en fait, en partant d'une thématique extrêmement fondamentale en 2002, quand mes collègues biologistes sont venus me voir, qui visait à s'intéresser à des mécanismes de régulation des métaux lourds dans le vivant et à construire des mimes de protéines pour comprendre ça, eh bien, on a eu des résultats, des affinités, des sélectivités qui nous ont amenés à nous dire, mais finalement, la chélation biomimétique du cuivre, elle peut être intéressante pour une application dans la maladie de Wilson si on arrive à cibler le foie. Donc voilà, il y a déjà eu quelques années qui se sont passées. Et après, on a obtenu un financement de thèse à l'époque de la région, maintenant c'est un peu plus difficile, une thèse qui s'est déroulée de 2007 à 2010, de chimie bio-inorganique, où Anaïs, qui est en photo ici, a fait à la fois de la synthèse, de la chélation, les premières études cellulaires. Et ces premiers résultats nous ont conduit à déposer 2 brevets en 2009-2010 sur les molécules que nous avions mises au point. Et ensuite, dès qu'on a déposé les brevets, en fait, on a eu plein de financements, des financements des LABEX, de l'ANR, donc public, et puis un financement privé de la Fondation pour la recherche médicale, qui nous ont permis au cours de ces années d'optimiser les molécules, d'approfondir les mécanismes et de travailler sur l'animal modèle. Donc vous voyez que l'échelle de temps, elle est assez longue. Et aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps, donc j'espère que ça va finir par se faire. On est en train de licencier notre molécule lead vers un industriel, alors c'est un tout petit industriel, ce n'est pas Sanofi, qui est spécialisé dans les médicaments niches, parce que c'est une maladie rare et donc il n'y a pas un marché qui est resplendissant. Et donc il y a des petites startups qui sont spécialisées dans ces choses-là. Et tout ça, ça a été possible parce qu'on a su mettre en place une collaboration avec des biologistes avec qui on a pu trouver un langage commun, ce qui n'est pas évident. C'est le cas parfois entre chimistes et physiciens. Le gap est encore plus grand entre chimistes et biologistes, au moins en France, de par nos formations. Et donc, j'ai vraiment trouvé des collègues avec qui on a pu se comprendre et chercher à se comprendre. Alors, en conclusion générale et perspective de tout ça,
J'espère que je vous ai convaincu que ma discipline, la chimie bio-inorganique, pouvait être au service de la compréhension des interactions des métaux avec le vivant, une question importante, et que l'approche peptide biomimétique pouvait également aider en cela. Alors les démarches ont été complètement différentes sur le cuivre et l'uranyle, parce que pour le cuivre, la régulation du cuivre et les protéines impliquées sont très bien connues depuis très longtemps. Et donc on a pu regarder toute la littérature là-dessus et s'inspirer du vivant pour mettre au point nos peptides. Et c'est ce qui nous a permis, pas à pas, d'aller vers des chélateurs du cuivre bio-inspirés pour traiter la maladie de Wilson. Pour l'uranium, ce n'était pas du tout la même question, parce qu'en fait, on ne sait pas rien, mais pas grand-chose. Donc les sites de liaison de l'uranium sont inconnus dans les protéines, et donc là, on est parti sur quelque chose qu'on appelle des nobos, parce qu'on n'avait pas autre chose sous la main. Et c'est une approche pas à pas, où on visait en fait à reproduire l'affinité des protéines de forte affinité comme l'ostéopontine, où on a construit des systèmes peptidiques de façon incrémentale, en rajoutant des phosphates petit à petit. Et finalement, ce dernier candidat nous permet vraiment de reproduire l'affinité de la protéine. Donc là, sur l'uranium, en fait, je dirais que la contribution des peptides bio-inspirés, ça a été d'identifier un site de coordination de l'uranyle dans le vivant, évidemment responsable de sa toxicité. Alors on peut imaginer qu'en rajoutant quelques années à tout ça, quelques financements, quelques thèses, quelques post-docs, on pourra proposer une approche similaire ici, avec des peptides capables de décorporer l'uranium en cas d'intoxication. Mais tout ça va prendre pas mal de temps. Alors évidemment, ce travail de recherche, il est loin d'être fait tout seul. Il y a de nombreux collaborateurs, et je n'ai pas cité tous les stagiaires de courte durée qui ont également contribué à ces projets. Je veux vraiment souligner les collègues avec qui je travaille depuis plus de 10 ans maintenant, les chimistes, Christelle Gâteau et Colette Lebrun dans mon équipe, et les biologistes. Alors il n'y a que des femmes, c'est vrai que c'est comme ça. Elisabeth Mintz pour la biologie du cuivre et Claude Vidot pour ses connaissances sur les protéines à uranium. Et puis j'ai ici mis des étoiles devant les doctorants ou les postdocs qui ont contribué de façon majeure aux résultats que je vous ai présentés. Et bien sûr, je voudrais vous remercier pour votre attention en ce 31 octobre.